et qui va présenter avec moi ce webinaire. Donc quand il sera là, il se présentera. Euh, et donc aujourd'hui, on va, je vais pas dire terminer parce que ce serait un grand mot, mais on va essayer d'exporter un jeu avec à peu près les composantes qui permettent de dire que c'est un jeu euh, sous forme de d'application Windows Store 8.1 et on terminera après la compilation sur quelques petites choses qui sont spécifiques à Windows 8.1, donc qui seront présentées entre autres par Benjamin, euh, voilà, qui se fait à l'extérieur d'Unity, donc directement dans Visual Studio. Avant ça, on va d'abord voir euh, aborder rapidement la physique, chose qu'on n'a pas réellement abordé encore. On a vu très rapidement quelques petits trucs de façon décousue, mais là on va mettre ça en place pour gérer les collisions entre le joueur, les ennemis et les projectiles tirés par le joueur. Ensuite, on va enfin, vu que je n'avais pas eu le temps la dernière fois, voir l'interface utilisateur. Donc ce sera de façon très simple. On verra d'abord une page de menu où il n'y a pas vraiment de choix, c'est juste une page d'accueil où il faut appuyer sur Start pour démarrer le jeu. Et ensuite, on verra comment séparer la scène de jeu de la scène d'interface in-game, relier tout ça et charger les deux scènes en une pour lancer le jeu avec l'interface utilisateur. Une fois que tout ça sera fait, on pourra exporter notre projet euh, dans Visual Studio. On fera quelques paramétrages avant de faire la compilation finale et les tests du projet. Donc, je vais, comme d'habitude, couper ma webcam pendant que je fais les présentations et on fera une rapide session questions-réponses après la physique et l'UI. On enchaînera sur la partie Visual Studio. On fera une dernière session de questions-réponses après la partie de Visual Studio. Donc, non, ouais. Si, Si vous avez suivi le dernier webinaire, on s'était à peu près arrêté à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on avait une scène de jeu avec un joueur, on avait vu le décor, on avait vu le fog à l'arrière pour donner cet effet de profondeur, et on avait notre joueur qui pouvait se déplacer et tirer. Donc on va aller maintenant s'occuper de créer les ennemis. Donc les ennemis, je suis pas allé chercher très loin. J'ai fait des ennemis avec ce qu'on appelle des placeholders. Les placeholders, c'est quand on utilise des primitives euh, pour remplacer des éléments graphiques qui vont venir. Donc j'ai utilisé juste des sphères toutes simples. Euh, et euh, et j'en ai fait des préfabs. Euh, donc vous avez le préfab mob ici. Et donc, rapidement, pour vous montrer comment je l'ai fait, c'est toujours la même logique. On va d'abord créer un objet vide qu'on appelle mob, qui va contenir les logiques dessus. À l'intérieur, on y glisse le placeholder qui sera remplacé par un mesh à terme. Euh, et, euh, et je crois que j'ai séparé la physique, voilà. Donc même chose, on crée un objet physique que l'on place dans Mob. C'est ici qu'on va mettre le Sphere Collider. On le supprime du mesh. C'est toujours dans l'optique d'avoir deux représentations du monde, une représentation graphique, une représentation physique. On utilise toujours des formes beaucoup plus simples pour la physique que pour le rendu graphique. Donc on essaye de séparer aussi au niveau des objets de la scène le renderer des colliders. Sur l'objet parent, on va placer, comme vous pouvez le voir sur le préfab, les scripts de logique. Alors j'ai créé un script qui va permettre à l'ennemi de suivre un pass, donc un chemin qui sera défini dans le niveau, donc qui s'appelle follow pass. Je vais aller le chercher en cliquant sur Add Component. Donc il y en a plusieurs qui ont été développés. Donc moi c'est le simple que je veux. Je peux définir donc
la spline qu'il va suivre, mais ça va être assigné par un autre script, le spawner qu'on verra juste après, la vitesse de déplacement et le radius. J'ai appelé ça le radius. En fait, ça va être la distance à laquelle l'ennemi peut se placer par rapport au chemin qu'il doit suivre, pour essayer de randomiser un petit peu et ne pas avoir une ligne discontinue d'ennemis. On va randomiser un petit peu l'écartement qu'il y a entre l'ennemi et le chemin qu'il a à suivre. Voilà. Et le dernier script que l'on place dessus, c'est un script qui permet de faire exploser l'ennemi lorsqu'il rentre en contact euh, avec un autre collider. En l'occurrence, là, ce sera les projectiles ou euh, ou le joueur. Euh, Maintenant qu'on a notre collider, notre mesh pour le rendu graphique et notre objet parent qui contient les scripts de comportement, il va manquer une chose, c'est le rigid body. Alors on va s'attarder 2 petites secondes sur le rigid body. Pourquoi on place un rigid body sur un ennemi alors qu'il n'y a pas réellement de simulation de physique? C'est tout simplement parce que c'est un collider qui va se déplacer dans l'espace et il y a donc besoin d'un rigid body pour lever les messages de collision. Plus concrètement, en script, le onCollisionHunter ne sera pas appelé s'il n'y a pas de rigid body associé au collider. Vous me direz, sur cet objet-là, je n'ai pas de collider. Le rigid body, lorsque l'on le place sur un objet, va être associé aux colliders qui sont sur l'objet courant et sur les objets euh, enfants du rigid body, ce qui permet, dans certains cas, d'avoir des objets physiques un petit peu plus complexes avec 2, 3 primitives, tous associés à un seul rigid body qui est sur l'objet parent. Dernière chose sur laquelle il faut faire attention, on va décocher le use gravity donc pour tout simplement éviter que les ennemis tombent. C'est des ennemis dans un jeu de vaisseau spatial, donc pas de raison qu'ils tombent. Et donc simple drag and drop dans le répertoire préfab et ça nous crée notre préfab d'ennemis. Euh, pour les chemins à suivre, pour les passes dans la scène, je vais vous montrer directement sous quelle forme ça se présente. C'est que on retrouve mon décor et au centre, vous avez une spline qui tend du rouge au vert. Donc ça, en fait, c'est un chemin que vous pouvez créer avec à peu près toutes les librairies de Twin qui sont disponibles sur Unitui. Pour en citer que deux, vous avez eTwin, qui commence à se faire un petit peu vieux et qui n'est pas mis à jour depuis un certain temps, et vous avez OTwin, HO, qui est un petit peu le concurrent, mais qui l'a bien remplacé depuis, qui permet de faire des twins, et dans les twins possibles, il y a un pass, un follow pass, qui permet de créer ces chemins-là. Donc je vais créer cette spline-là avec une librairie de twins de mon choix, et je rajoute sur cet objet-là un script de spawn qui prend en paramètre les ennemis à spawn, donc là en l'occurrence mon préfab, la quantité d'ennemis, en combien de temps il doit spawner cette quantité d'ennemis, et ici on retrouve le radius associé à ce pass. Donc encore une fois, le radius c'est la distance maximum que je vais utiliser dans le random au moment de l'instanciation des ennemis pour éviter que cela fasse un amas, une ligne discontinue d'ennemis. À l'intérieur de ce spawner, on trouve les différents points de la spline et un trigger. À quoi sert ce trigger? En fait, il faut imaginer le niveau du jeu comme un peu une partition de musique. Et à chaque fois, donc le player va avancer dans le niveau, et à chaque fois qu'il va rentrer dans un trigger, il va activer un spawner. Et c'est comme ça qu'on va créer l'évolution dans le niveau. Et donc ce trigger, c'est un box collider. J'ai coché
is trigger. La différence entre trigger et collider, c'est qu'un collider est solide. Un trigger, c'est une zone qui est activée par un autre collider, donc on peut y passer à travers. Et en dessous, j'ai créé un script générique qui, à chaque fois que l'événement onTrigger est levé, ça va envoyer un message à un objet. Donc là, en l'occurrence, ça va demander à spawner0 d'appeler la méthode ActiveSpawner si l'objet qui rentre dans le trigger a le tag main_camera. En résumé. Voilà. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Ben, on va lancer le jeu tout de suite. Et donc je me retrouve avec mon petit vaisseau qui se déplace comme la dernière fois, qui peut toujours tirer. Et voilà. Et lorsque je vais arriver dans le trigger, j'ai cette première flotte d'ennemis qui suit le pass dans le niveau. Les projectiles, on les a vus la dernière fois, mais on va revenir dessus pour faire un rappel sur la matrice de physique. On l'avait déjà vu dans la seconde session, mais là on va l'utiliser de façon concrète. Première chose à faire, c'est que les ennemis doivent être dans un layer qui leur est associé. Donc pour créer un layer, on peut aller dans Add Layer et ici on nomme tous les layers que l'on veut. Donc moi j'ai un layer mob et un layer player. Et donc le préfab mob va être dans le layer mob et le player va être la partie physique du player. On va même tous les mettre, hein. Voilà. Dans le layer player. Ça permet d'éviter que les ennemis rentrent en collision avec eux-mêmes. Et pour les tirs du player, on va également les mettre dans le tag, dans le layer player, pour éviter que le player se tire dessus. Il peut arriver avec certains projectiles que l'on design de façon qui sont un petit peu gros, par exemple, que à l'instanciation, le collider du missile spawn à l'intérieur du collider du player et pour éviter que ça déclenche un event de collision, on va empêcher que le player puisse avoir une collision avec ses projectiles en mettant player et projectile dans le même layer et en interdisant la collision sur ce layer-là. Pour interdire la collision, maintenant qu'on a créé nos deux layers, on va dans Edit et Project Settings, Physics. Ici à droite, vous avez cette fameuse demi-matrice. Et donc il suffit de décocher là où Player se rencontre avec lui-même et là où Mob se rencontre avec lui-même. De cette façon, les projectiles que je tire ne détruisent pas mon vaisseau. Et lorsque la vague d'ennemis arrive, je vais pouvoir détruire certains ennemis. Enfin, ceux que j'arrive à toucher en tout cas. Voilà. On va pas rentrer en détail dans les scripts. De toute façon, comme j'ai dit la dernière fois, le projet, une fois qu'il aura été réalisé de façon un petit peu plus propre que ces sessions en live, vous seront fournis sur la page des webinaires avec l'ensemble des assets et des scripts réalisés. Donc une fois que cette partie physique est faite, on va s'attaquer à l'interface utilisateur. Et pour ce faire, on va démarrer par le menu. Alors le menu, il est très simple. C'est un fond bleu avec un texte qui clignote. Comment j'ai réalisé ce menu? En partant d'une scène vide, on va choisir on va garder la main caméra et on va choisir la couleur de fond grâce à ça.
et on va aller dans GameObject UI et là on va rajouter un élément texte. Là on voit qu'on a une hiérarchie qui est créée. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'UI de la 4.6, les grands changements qu'il y a par rapport aux versions précédentes, c'est que plus rien ne se fait en script. On va tout positionner un peu comme les plugins NGUI. Donc j'ai en créant un objet texte, j'ai automatiquement un objet canvas qui a été créé et un objet event system. Donc l'objet canvas est l'objet dans lequel va être draw les éléments et l'objet event system est l'objet qui gère tous les events, clavier, souris, joystick, les touches pour les interfaces tactiles. Il y a trois façons d'afficher un canvas. Soit l'ancienne façon, c'est-à-dire en overlay par-dessus l'écran, donc il n'a pas besoin de caméra et il est dessiné après tous les autres rendus de la scène, donc toutes les caméras de la scène. On peut sinon lui demander d'avoir un rendu à partir d'une caméra spécifique, ou alors on peut lui demander que la GUI soit considérée comme étant n'importe quel objet de la scène et donc placé au-dessus ou en dessous d'un vaisseau pour afficher sa vie par exemple et du coup il va être affiché dans un viewport 3D comme si c'était un sprite. Donc nous pour notre cas on va utiliser le Screen Space Camera. Notre caméra on va la passer en ortho et on va la mettre en paramètre de notre canevas. Ainsi on voit que notre canevas s'est automatiquement placé devant notre caméra. Il est un petit peu loin, je crois. Voilà, il est ici. Une fois que notre canevas est paramétré, on va pouvoir placer notre texte. Alors, le texte, on verra les encres. Plus tard, celui-ci doit être placé au centre de l'écran. Donc, on l'ancre au centre. On met les positions à 0. Donc là, il est bien centré. J'ai téléchargé une police sur Internet à utiliser. Hop. Coucou. On change la couleur. Comme dans Word, on peut changer l'alignement. Ensuite, on va augmenter la taille de la police. Lorsque le texte sort du cadre, bien sûr, il n'est plus affiché. Donc à ce moment-là, on va grossir. Hop. Je vais peut-être forcer un petit peu sur le... Voilà. Et donc là, j'ai mon message qui apparaît sur fond bleu. Pour l'animer, eh bien pour l'animer, en fait, ça se passe exactement de la même façon que pour animer un objet qu'on animerait dans Unity. C'est-à-dire que animation et animator sont compatibles avec les objets d'UI. Donc je peux vous montrer, par exemple, si j'ouvre une scène, une fenêtre d'animation, en gardant texte sélectionné, je vais pouvoir ajouter une courbe, ça va me créer automatiquement une animation. J'ajoute une courbe pour la couleur du texte. Et là, je vais créer 3 frames. Donc la frame de début et de fin et la frame au centre qui vaudra 0. À ce moment-là, quand je vais play mon animation, le texte va blinker. Tout simplement. Voilà pour le menu entre guillemets. On n'a aucun événement qui est géré directement par lui dans ce cas-là. Sur la scène de ce menu, je vais avoir donc ce message et j'ai un script qui se contente de lancer le jeu, c'est-à-dire que je vais peut-être vous montrer tout simplement. Voilà. Si j'ai un button down submit qui est l'input lié à la touche Enter du clavier, je fais appel à mon scene manager. Et le scene manager, la classe qu'on a vue la dernière fois, qui permet de charger
des scènes spécifiques de notre jeu. Et donc j'ai une scène, une fonction qui s'appelle load game qui va me charger la scène de jeu, donc celle-ci, mais qui va également me charger la scène d'UI in-game. La scène d'UI in-game, elle est extrêmement simple. Dans mon cas, elle contient, j'en ai perdu un. Deux champs texte, l'un ancré à gauche, l'autre ancré à droite, et une barre de vie qui elle est ancrée au centre. Le tout est ancré sur le haut de l'écran et la vie est gérée par une valeur entre 0 et 1 qui fait apparaître le sprite qu'il y a dessous. Voilà. Donc comment réaliser une UI comme ça? Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette scène va être chargée en plus après la scène de jeu. Donc là, on va utiliser, euh, pour éviter de s'empêtrer dans des systèmes de multicaméra avec un layer d'UI, avec un layer in-game, ça, on va dire à notre canvas qu'il se rend dans le screen space overlay. Comme ça, lui n'a pas besoin de caméra additionnelle. Et donc dans ma scène, je n'ai pas de caméra. J'ai mon canevas, mon event system et mon UI. Peut-être partir comme tout à l'heure, d'une scène vide. Donc, hop, je supprime la main caméra, je vais dans UI, je crée un texte. Comme tout à l'heure, le texte, je lui assigne ma fonte, je la passe en blanc. À ce moment-là, donc, je veux que ce texte soit ancré en haut à gauche. Et bien, tout simplement, sur cette petite grille, je vais sélectionner le coin supérieur gauche. Et là, on voit que la petite fleur, ce qu'on appelle la petite fleur magique, se décale en haut à gauche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux placer mon texte comme il faut. Et si la résolution de mon écran change, euh, il sera bien toujours accroché, ancré, euh, au bord supérieur gauche. Je le centre au milieu. Et pour faire le second, je vais tout simplement le dupliquer. Le second, je vais l'ancrer en haut à droite. Et je vais appliquer la même position en X, mais en négatif. Et donc là, je me retrouve avec deux textes, l'un ancré à gauche, l'autre ancré à droite, pour pouvoir afficher, par exemple, d'un côté le timer, de l'autre côté le score. Admettons. Voilà. Pour la jauge de vie. Pour la jauge de vie, on va partir d'une image. Donc on va dans UI image. Et on va avoir besoin de faire évoluer cette image. Donc on ne peut pas garder l'image par défaut. Donc moi j'ai importé une image que je me trimballe un petit peu dans tous mes projets que j'ai appelé W. C'est tout simplement une texture blanche qui fait 16 pixels par 16 pixels. Voilà, c'est dans le cas où j'ai besoin, où je dois avoir une texture, mais je ne veux pas de motif dessus. J'ai toujours cette petite texture sous la main. Et donc dans ce cas-là, c'est très utile parce que je vais pouvoir avoir l'option image type qui s'affiche, la passer en de mémoire, c'est le dernier, voilà. Et fill method, je le passe en horizontal. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je fais varier cette valeur-là, eh bien, l'image va s'effacer en suivant l'horizontale. Voilà. Je vais la placer, elle, ancrée en haut, avec une taille relative à la taille écran. Donc, je vais me placer ici, mais je vais en plus sélectionner Stretch à droite. Voilà, comme ça, donc la petite fleur magique se scinde en deux pour dire je suis ancré en haut de façon relative au bord gauche et droit. Je vais placer hop, au centre, tac tac, voilà, et voilà. Donc ça va être ma barre de vie.
Donc si je fais varier cette valeur-là, la vie va descendre. Et maintenant pour le fond. Alors il faut savoir que pour le fond doit être affiché à l'arrière de cette barre. Et bien sûr avoir exactement la même taille. Depuis la version 4.5, les objets de l'onglet hiérarchie ne sont plus triés par ordre alphabétique, mais on a la possibilité de les déplacer pour les réorganiser. Et bien en fait, ça va être utilisé dans cette nouvelle UI pour connaître l'ordre d'affichage des choses. Les éléments vont être affichés de haut en bas. Et donc l'élément qui est le plus en bas, qui est en queue de liste, sera toujours devant. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va considérer que cette image que je viens de créer est en fait le background. On va la dupliquer et on va la mettre en enfant. Et au niveau des ancrages, on va demander à ce que la barre de vie soit toujours exactement de la même taille que le fond. Donc on va sortir de ces encres et on va utiliser le stretch horizontal vertical. Voilà. De cette manière, lorsque je fais varier la valeur de la vie, ça ne marche pas, je n'ai pas changé la couleur du fond donc on ne le voit pas. Voilà. On voit bien le fond apparaître. Et si jamais je veux modifier l'apparence de cette barre de vie, eh bien je vais modifier l'apparence du background pour la rétrécir par exemple. Et comme l'image life qui est enfant du background a une position stretchée horizontale verticale, elle va automatiquement s'adapter à son parent et on aura toujours une barre de vie qui permet de s'afficher de cette façon. Voilà. Donc notre UI est faite. On va retourner dans la scène finale et là on a un script que j'ai placé par habitude sur le canvas qui va recevoir dans des champs publics, alors j'ai pas lié la vie encore, mais les variables score et time pour pouvoir les modifier. Et en fait, cette variable GUI va faire appel dans un update au Game Manager pour connaître constamment le score et pouvoir l'afficher. On fera la même chose pour le time. Peut-être avec une représentation en seconde du coup. Voilà. Et donc le Game Manager, c'est comme le Scene Manager, une classe en singleton qui du coup est utilisée par là en l'occurrence pour le score. À chaque fois qu'un ennemi meurt, il va incrémenter le score dans le Game Manager et du coup l'interface utilisateur va se mettre à jour avec ce nouveau score. Ce qui nous permet d'avoir l'interface utilisateur et la scène de jeu dans deux scènes séparées et dans la scène de démarrage avoir un script qui fait appel au scene manager load game et le scene manager lorsque l'on va faire un load game va démarrer une coroutine pour faire un load level additif de game et une fois que le game est chargé, un load level additif de in-game UI. Donc les deux scènes sont chargées de façon asynchrone avec l'UI in-game de façon additive, donc en plus de la scène game. Et on se retrouve bien lorsque l'on lance le jeu à partir de l'écran du start menu. Lorsque je fais entrer, je me retrouve bien en jeu avec le jeu et l'interface utilisateur qu'il y a au-dessus. Et mes mobs qui arrivent parce que j'avance dans le niveau forcément. Voilà. Donc si vous avez des questions, a priori il y en a, allez-y, on va prendre 5 minutes pour y répondre.
Et ensuite, on attaquera avec la partie suivante. Euh, alors, par rapport à la dernière session. Ah, quel est l'avantage d'utiliser un animateur plutôt que de changer l'orientation du plieur par script quand on appuie sur les touches de direction? Quel est l'avantage? C'est vrai que dans ce cas-là, vu que l'animation c'est une simple rotation de 30 degrés de mémoire vers le haut ou vers le bas, c'est pas une animation extrêmement complexe. Après, si on veut appliquer une animation un petit peu complexe sur les déplacements du vaisseau, vaut mieux passer par un système d'animation et d'animateur. Comme ça, en plus, c'est l'artiste qui va le faire et non le développeur. Mais on peut, pour des animations aussi simples, très bien passer par du scripting. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer d'activer. Pierre, si tu m'entends, on va essayer d'activer la partie, le compte de Benjamin. euh, pour qu'il puisse présenter l'exportation d'un projet et un développement spécifique à Windows 8. Comment je peux partager mon écran du coup? Comme ça, vous voyez bien ma tête. Euh, Pierre, mon petit Pierre. Allô, allô. Oui, Rémi. Oui, tu peux passer Benjamin. Ça y est. En- Normalement, Benjamin à la main. alors, du coup, c'est peut-être à moi de. Ouais. Ok, voilà. C'est à toi. Bonsoir à tous. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Benjamin Baldacci et je suis responsable pédagogique game programming à Isar Digital. Donc je vais vous présenter tout simplement comment faire un build Windows 8 et comment développer quelques bases sous Windows 8 spécifiques à Windows 8 d'ailleurs. Donc tout simplement je repars du projet de Rémi Shooter. Je vais tout simplement aller dans File, Build Settings et ici je vais aller sélectionner Windows Store. Alors, à partir d'ici, il y a plusieurs options possibles. On peut soit générer un projet C Sharp tout simplement, ou un projet C++. On va partir sur du C Sharp, ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, on sélectionne la version de Windows 8 qu'on préfère viser. À savoir, là, du coup, on va viser Windows 8.1. On peut aussi partir sur Windows Phone ou sur les Universal Apps. Les Universal Apps, c'est tout simplement pour pouvoir builder à la fois sur Windows Phone et sur Windows 8, pour viser les deux. Ensuite, trois options intéressantes. Unity C Sharp Project. Donc, si vous cochez cette case, ça vous permettra de débugger vos scripts pendant que vous lancez votre projet sur Windows 8. Sachant que là, si on fait un build et qu'on lance, on n'aura aucun debug à partir de Unity. Donc, si vous cochez cette case, ça vous permettra de débugger directement dans Visual Studio sur vos scripts. Autre chose, le développement mobile qui vous permet de faire exactement la même chose que d'habitude sur les développements desktop du coup, qui vous permet d'afficher la console lorsqu'il y a des erreurs. Donc on va build tout simplement notre projet dans un répertoire vide. Donc on a bien nos trois scènes, le start menu, le game et le in-game UI qui se build en même temps. Et donc, à partir de là, on a notre SLN qui est créé, on peut lancer Visual Studio. Donc voilà comment ça se présente, tout simplement un projet C Sharp qui a l'air assez classique pour du Windows 8. Ici on peut passer en debug, en release notre build.
et passer des ARM avec x86. Je vous rappelle qu'il y a quand même des tablettes Windows 8 ARM, c'est pas mal de tester, surtout en termes de performance, ça change pas mal de choses. Donc je vais générer dans un premier temps la solution et la lancer pour vous la montrer. Ça prend un poil de temps. Et voilà, on lance ça. Hop là, donc un superbe splash screen de base d'Unity. Et voici le jeu qui se lance, auquel je peux jouer. Alors, en plus du lag, vous avez le lag de mon PC. Voilà. Donc, on voit que ça marche. On voit qu'il y a un splash screen qui est pas vraiment joli. Du coup, première chose, hein, je vais voir comment modifier mon splash screen de base. Donc, dans la solution ici de base, vous avez un package Apix Manifest qui permet de configurer pas mal de choses pour Windows 8. Ça se passe à peu près pareil sur Windows Phone. Et ici, dans les onglets intéressants, vous avez ressources visuelles. Vous avez tous les logos possibles et l'écran de démarrage, donc le splash screen. Donc ici, je vais le changer, je vais aller le chercher sur mon bureau. J'avais fait un screen au préalable. Voilà, on le remplace tout simplement. On rebuild, on lance. Et j'ai un super splash screen. Alors là, on voit qu'il y a une différence de taille. Au début, il y a un saut entre une taille de base et une taille plus petite. Ça vient tout simplement du fait que sur les applications Windows 8, donc ce splash screen, c'est ce qui est lancé avant l'application. Une fois que l'application est lancée, c'est l'application qui prend le relais. Et du coup, pour faire un lien dans la page principale, on va voir qu'il y a déjà le splash screen qui est en place. Sauf que de base, sur les projets Unity, il y a une petite erreur en termes de taille. Donc voilà, donc ça c'est la page de base. Donc pour rappel, sur Windows 8, l'interface est décrite en XAML. Donc c'est un XML-like avec pas mal d'options en plus, des namespaces, etc. Et donc ici on a l'image du splash screen qui est prise et dans le code C# qui est derrière, qui est modifié par rapport à la taille du splash screen de base. Donc on va retrouver ce code-là, c'est ici, et en fait les petites modifications à faire, c'est juste ces variables-là à supprimer qui ne servent à rien. Voilà, et donc là, si je relance, on va voir que mon splash screen reste exactement à la bonne taille. Et voilà, donc le petit clignotement, celui-là on peut pas l'éviter, malheureusement. C'est les applis Windows 8 qui marchent comme ça. Alors, maintenant qu'on a notre splash screen, ce qu'on va voir, c'était quoi déjà? Je vais retrouver ça. Le resize. Hop là. Alors, je ferme Unity pour gagner un peu. Alors, donc sur Windows 8 de base, une application se lance en full screen, mais on peut très bien la docker sur le côté, comme ceci, et avoir d'autres applications à côté. Donc là, vous allez me dire qu'avec le menu de base, c'est pas très gênant, mais par contre, quand on est en jeu, on va avoir une légère différence. Il y a lui qui part en haut, le jeu qui rescale au centre. Du coup, c'est pas vraiment pratique de pouvoir jouer comme ça. En général, les jeux sont pas faits pour être resizés et pour être joués en même temps que voir autre chose. Du coup, on va voir comment. Oui. Surtout que nous, dans ce cas-là, moi je m'entends pas. Dans ce cas-là, il y a un script qui force le 9e pour le jeu. Oui, oui. Du coup, quand vous l'avez vu ici, il y a un script qui force le 16 neuvième sur le jeu et pas sur lui, du coup. C'est pour ça qu'il y a les bandes noires en haut et en bas lorsqu'on resize. Donc les bandes noires en haut et en bas, ça c'est dû à un script dans le jeu euh, qui fait qu'on reste en 16 neuvième. Tu veux que je lance le way? Alors je vais vous lancer un autre projet. Juste le retrouver. Hop là. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc là je vais vous montrer une toute petite démo avec l'ouvrier de base d'Unity pour vous montrer que ça change pas mal en termes de jeu, surtout sur un jeu de plateforme 3D. Où en fin de compte on va avoir un field of view qui va être modifié et ça va être un peu gênant. Allez.
Allez, voilà. Donc là, j'ai mon field of view de base qui est assez large. Si je me mets sur le côté, ah non, je l'avais fait. Mince. Voilà. Donc si je me mets comme ça, ce qui se passe, c'est que j'ai un champ de vision qui est réduit sur les bords. Et du coup, je vois pas la même chose que si j'étais en plein écran. Du coup, on joue pas exactement au même jeu, c'est un peu gênant. Donc, pour éviter ça, on va tout simplement utiliser des events qui sont de base prévus sur les applications Windows 8 pour être au courant des resize de la fenêtre, etc. et faire les changements qu'il faut. Donc pour ça, première chose, on va ouvrir notre projet dans Blend. Alors Blend, c'est un software qui permet l'édition simple d'interfaces graphiques pour Windows 8 et Windows Phone, ou WPF. Vous allez voir, ça facilite un peu la vie. Donc, le temps que ça charge, voilà. Donc de base sur notre page, voilà, on a cette hiérarchie-là. Donc on a une grille qui s'appelle DX Swap Chain Panel, Extended Splash Screen, et en fait Unity va venir se hooker sur cette grille-là et s'afficher par-dessus l'Extended Splash Screen, tout simplement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu ça, on va garder le splash screen quand on n'est pas en full écran. Donc je vais tout simplement faire des petites modifications sur l'interface. Je vais mettre une grille autour de tout ça. Voilà. Et sortir l'extended splash screen pour qu'il soit au même niveau. Ici. Hop là. Je vais juste vérifier que j'ai rien cassé. Et qu'il est toujours en dessous. Il est en dessous. Parfait. Alors. Donc, pour l'affichage, en fait, ici, c'est le même principe que sur Unity. On affiche du haut vers le bas, donc ce qui est en haut est caché par ce qui est en dessous. Vu qu'Unity se dock dans le Swap Chain Panel, tout simplement, on voit plus le splash screen. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer, on va utiliser un système de visual state, donc c'est appelé comme ça dans les applications Windows 8. Ça permet de créer des états sur lesquels on va switcher, en fait, tout simplement. Donc, je vais créer un state hidden qui va me permettre de cacher tout simplement le swap chain panel. Donc là, je suis en mode record. J'ai tout simplement à modifier la visibility en collapse. Voilà. J'enregistre. Si je sors du mode record, voilà. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Tout simplement, si je vais voir dans mon XAML, il était très simple au départ, et maintenant il m'a ajouté tout un tas de lignes. Ici, donc Visual State Manager, il m'a créé un state hidden où il m'a dit tout simplement je vais aller chercher la visibility de mon objet qui est DX Swap Chain Panel et je vais la mettre en collapse tout simplement. Donc ça, il faut que je l'appelle. Il suffit que j'appelle hidden en fait dans mon code C# pour simplement passer dans ce mode-là. Donc ce mode-là, à quel moment je vais y passer? Tout simplement quand il y a un resize de la fenêtre. Si la taille de ma fenêtre est inférieure à une certaine taille, je veux changer d'état. Donc si mon actual width est inférieur à 768, je vais du coup appeler this.hidden storyboard. Donc c'est un système de storyboard et je dis begin. Et tout simplement, quand je passe à une taille qui est supérieure à cette taille, je lui dis d'arrêter. Donc stop. Tout simplement. Donc maintenant, on va générer la solution, puis lancer. C'est parti. Alors là j'ai un souci, c'est que mon application elle reste sur mon splash screen. Tout simplement parce que j'ai pas à rappeler ma méthode au bon moment. De base, elle est appelée à quelques endroits, mais il manque un endroit qui est l'event size changed de la window courante. Donc il suffit de s'y accrocher et d'appeler le resize
à ce moment-là. Et normalement, on est bon. Parfait. Donc, si jamais je me dock sur le côté, donc voilà, j'ai mon splash screen qui apparaît. Pareil, si je me mets en plus petit, si je me mets en légèrement plus grand, donc là je repasse au-dessus de 768 de large, du coup, je peux retrouver mon jeu. Donc après, c'est à vous de régler la largeur minimum de votre jeu, maximum. Il y a des jeux qui marchent très bien sur cette taille-là, et d'autres qui marchent pas, qui marchent sur aucune taille, mis à part le full screen. Après, ça dépend de votre jeu. Maintenant, on va voir une autre chose. C'est pas obligatoire de remettre le splash screen pour le Ah prochain. oui, oui, vous n'êtes pas obligé de remettre le splash screen, vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez, d'accord? Vous pouvez même mettre des animations en XAML, etc. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, évidemment. Maintenant, je voudrais vous montrer une autre chose, du coup. C'est tout simplement le système de tiles que vous avez ici. Alors chez moi, c'est un peu épuré parce que je m'en sers pas tous les jours, surtout sur ce PC, mais du coup, vous pouvez épingler vos jeux et vos applications. Alors de base, hein, l'image que vous voyez ici, en fait, c'est ce que vous avez dans le package app XAML ici. Donc c'est tous les logos qui sont ici, logo carré 310 par 310, 310 par 150, 150 par 150, etc. Et donc il y a possibilité d'update, en fait, de mettre à jour ces tiles, ce qu'on appelle du coup des live tiles, parce qu'on peut les mettre à jour comme on veut à partir de notre jeu ou de notre application. Donc pour faire simple, il y a des exemples sur les sites de Microsoft. Il y a des librairies qui permettent de faire pas mal de choses assez vite. Et du coup, j'ai récupéré tout simplement Tile Extension qui permet de créer des tiles facilement sans trop se prendre la tête. Du coup, je vais juste ajouter ce projet Tile Extension à ma solution. Donc, je fais tout simplement un ajout de projet existant. Voilà, donc build ici, tile, et voilà. Donc ici j'ai un projet C Sharp pardon, ici j'ai un projet C Sharp qui gère les tiles et je vais l'ajouter en référence sur mon projet à moi pour pouvoir l'utiliser. Tout simplement, je vais chercher dans les références de ma solution le projet tile et je fais OK. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir du coup créer une tile. Donc pour créer une tile, tout simplement, je vais du coup dans mon XAML. Pardon, avant ça, je vais faire une autre chose. Je vais aller sur mon interface et je vais créer un bouton pour pouvoir les créer. Donc, je vais tout simplement ici aller chercher un bouton. Hop là. J'ajoute un joli bouton en bas à gauche. Je sauvegarde, je retourne sur Visual Studio. Alors à chaque fois, il faut recharger la solution pour pouvoir avoir accès aux modifications de Blend à Visual Studio et inversement. Sur la partie XAML, du coup, je vois qu'ici j'ai un bouton. Je vais tout simplement m'abonner à l'événement clic. Et lorsque je clique, je vais du coup, hop, où est ma méthode clic? Méthode clic, tout simplement, je vais la sortir d'ici, hop là, voilà. Donc ma méthode clic, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une tile. Alors, je l'avais fait au préalable sur l'autre projet. Le code étant un peu long, je vais le récupérer. Ici, voilà. Alors, donc ici, je vais vous expliquer tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la librairie que j'ai ajoutée, ça permet de réduire de façon significative le code quand même. Là, on se retrouve avec une dizaine de lignes de code. On aurait pu en avoir beaucoup plus si on n'avait pas utilisé la librairie. Donc tout simplement, ce que je fais ici, c'est que je crée les différentes tailles de tiles. Parce qu'en fait, quand on est ici, du coup, ici j'ai la taille large. De base, les gens peuvent la mettre en taille moyenne, hein, voire en taille petite. Donc il y a 3 tailles de base à avoir. Donc ici, je crée la taille 310 par 310 avec mon image que j'ai choisie. Ensuite, j'en crée une de 310 par 150 avec de l'image et du texte. Donc ici, je mets mes tile updated et mon image. Ensuite, celle de 150, celle de 71,
Et ensuite, je vais du coup setter les contenus et appeler l'update de la taille, tout simplement. Donc, je lance ça. Et du coup, une fois que ce sera lancé, donc voilà, donc j'ai mon bouton en bas à gauche. Si je clique dessus, du coup, alors l'application me le dit pas, j'aurais dû mettre une petite notif. Et du coup, si je reviens ici, on voit que, on voit pas que parce que c'est pas cette application-là. Voilà, c'est celle-ci. Donc, sur ma taille ici, voilà, je vais retourner dans le jeu, cliquer sur le bouton. Là, on voit la mise à jour de la taille ici avec mon image, mon texte, une petite image en bas. Si jamais je redimensionne, voilà, ça met mon splash screen avec ma petite image en bas. Donc voilà, tout simplement. Vous savez maintenant faire des applications sur Windows 8. On peut se baser sur un truc. Ah oui, alors, du coup, pour tout ce qui est tile, ce qui est recommandé en général, c'est des fichiers pour les jeux, tout ce qui est score, etc. Le mieux, c'est de pas attendre que votre application se lance pour mettre à jour les scores sur la taille, sinon une personne qui se connecte tous les 10 jours les verra pas. Le mieux, c'est d'avoir ce qu'on appelle un système de background agent. Alors c'est un système qui existe sur un peu tout ce qui est mobile de base. Ça existe aussi sur Windows 8.1 du coup. Ça vous permet d'avoir un code qui va aller taper sur un serveur notamment pour récupérer les scores et mettre à jour vos tiles. Du coup, ça c'est géré par le système. Après, c'est lui qui va décider de quand est-ce qu'il lance ces background agents. Il les lance de façon assez régulière. Ils ont un temps de lancement à pas dépasser et un nombre de ressources à pas dépasser aussi. Donc, il faut que ce soit assez rapide et que ça mange pas trop en ressources. Mais pour récupérer 3-4 scores des meilleures personnes, ça peut se faire assez simplement et assez facilement du coup. C'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à utiliser sur Windows 8. Ça permet de vraiment mettre en avant votre appli dans le sens où si les gens voient une tile qui se met à jour, etc., ils vont avoir tendance à plus l'utiliser qu'une tile statique qui bouge pas. Donc voilà, tout simplement. Je sais pas si est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de présenter du coup? Voyons voir. Alors, je vous invite à poser des questions du coup. On est là pour répondre et pour passer du temps à vous répondre et à vous aider du coup. Alors, Rémi, on t'entend plus du tout. Il faut que tu réactives le son sur. Euh, oui, donc on a eu des questions entre-temps. Donc pour débugger, est-ce que Visual Studio est mieux? Alors personnellement, oui, Visual Studio est mieux pour débugger, même si vous avez juste un projet Unity Desktop, vous pouvez très bien utiliser Visual Studio pour votre scripting et pour débugger évidemment avec le plugin gratuit Unity Visual Studio. À savoir que du coup Visual Studio maintenant, il y a une version Community qui est gratuite, qui est équivalente à la version Pro. Donc ça va plus loin que ce qu'on avait avant en Express. C'est beaucoup plus intéressant du coup. Je vous invite fortement à utiliser cette version-là chez vous sur Unity, que ce soit pour Windows 8, que ce soit pour du desktop, etc.
Est-on obligé de passer par Visual Studio pour déployer son application? Alors oui, en fait pour tout ce qui est déploiement d'applications Windows Phone ou Windows 8, vous êtes obligé de passer par Visual Studio forcément, notamment pour tout ce qui est package, app manifest, etc. Et pour le build derrière, vous êtes obligé de passer par là, vous n'avez pas le choix. Mais du coup, avec la version gratuite Community, euh, vous n'avez pas de souci, pas besoin de payer, c'est entièrement gratuit. Après, ce qui est payant, c'est l'accès au store qui doit être de 16 $. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand-chose. À savoir, du coup, pour développer sur votre PC Windows 8, là par contre, vous avez besoin de rien payer, vous avez juste besoin d'un compte Microsoft qui est gratuit, et Visual Studio vous demandera de vous authentifier la première fois, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, du coup? Est-ce que la réponse aux questions a été claire? Alors, ARM contre x86. Alors, en fait, tout simplement, c'est l'architecture du processeur. Donc, l'architecture ARM est sur tout ce qui est, enfin, sur une partie des tablettes, parce qu'il y a une partie de tablettes qui est sur x86 ou x64 Intel. Donc, ARM, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des processeurs qui sont plus lents, dans le sens où ils sont pas gérés de la même manière. Du coup, il faut absolument faire des tests sur ARM avant de lancer votre jeu sur ARM. À savoir, lors de la publication, du coup, vous pouvez dire que votre jeu ne vise pas les plateformes ARM, et du coup, votre jeu ne sera pas publié dessus. Après, c'est dommage de se fermer à ce marché-là, parce qu'il y a quand même pas mal de tablettes sur ARM. Donc, vous pouvez toujours vous rapprocher de Microsoft. Si vous avez un jeu, vous êtes prêt à le publier, rapprochez-vous de Microsoft, ils peuvent vous aider, vous prêter des devices pour tester, etc. Sur ARM. Après, tout ce qui est x86, du coup, c'est PC classique avant les x64, donc c'est tout ce qui est processeur Intel. On a eu un gros jet de questions. Donc je vais lire. Bonsoir. Je pose mes deux dernières questions. Au vu de la dernière session, merci pour ces 4 parties. Ma question sur Unity est en rapport au langage utilisé. Y a-t-il une différence fondamentale quant à l'utilisation des langages proposés? Y a-t-il plus de possibilités avec un langage particulier qu'Unity propose? Alors, pour rappel, il y a effectivement 3 langages disponibles pour développer sur Unity. Il y a ce qu'on appelle l'Unity Script, qui est une variante du JavaScript. Il y a le Bool et il y a le C#. Le Bool, autant vous dire qu'il est très très peu utilisé. Donc en plus, vous trouverez très peu d'aide sur ce langage. Unity Script et C#. Les deux sont convertis en IL derrière pour être interprétés par la VM Mono sur la majorité des plateformes. Sur certaines plateformes Windows, l'interprétation se fera par la VM Windows et non par la VM Mono, mais on passera toujours par une compilation en IL des langages. L'avantage de développer en C# par rapport à l'Unity Script, c'est tout le framework .NET qu'il y a derrière le langage C#, qui n'est pas accessible en Unity Script. Après, c'est vrai que certaines personnes préfèrent développer en Unity Script tout simplement parce que c'est peut-être au début en tout cas plus abordable pour commencer, c'est-à-dire pour apprendre. Si on veut apprendre la programmation en même temps qu'Unity, c'est peut-être plus abordable, moins contraignant au niveau des règles de syntaxe, de typage, de tout ce qui est orienté objet, des conteneurs. L'Unity Script est plus laxiste à ce niveau-là. Après, le C# est quand même extrêmement recommandé. Il n'y a pas réellement de différence au niveau du temps d'exécution,
de la performance, on a beaucoup plus d'outils à disposition avec le C# grâce au framework .NET et à toutes les librairies qui sont compatibles .NET jusqu'à la version 3 pour l'instant. Donc moi je recommande toujours de développer en .NET. Et la dernière question était, peux-tu rappeler ta formation, es-tu diplômé ou seulement autodidacte, bien qu'être autodidacte soit obligatoire? Alors, ça tombe bien que je sois avec Benjamin ce soir parce qu'on a fait exactement la même formation. On est, alors je vais dire plus ou moins, promo 2011 d'Epitech et on a intégré le Game Lab d'Epitech en 2007, un truc comme ça. Voilà, moi je ne suis pas allé au bout de la formation d'Epitech, contrairement à Benjamin qui lui a terminé sa formation. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on était en formation, Unity était loin d'être le moteur en vogue et donc Unity on ne l'a pas étudié en cours. Donc se former sur Unity, ça a été autant pour Benjamin que pour moi, ça a été quelque chose qu'on a fait de façon autodidacte, mais comme tous les outils qu'on utilise maintenant que l'on n'est plus étudiant, il y a peu d'outils qu'on utilisait à l'époque qu'on utilise encore. Voilà, Benjamin dit il y en a aucun. Voilà, donc on est obligé d'être autodidacte de toute façon. Au moment du build, il y avait une option C++, ça convertit les scripts C# en C++. Benjamin répond je ne pense pas, moi je vais vous dire non. Oui, c'est le code c'est le code du player Unity et la solution Visual Studio qui est exportée avec du code C++ pour lancer le programme, mais les scripts restent eux en IL et exécutés par la VM.NET. L'exportation C++ est prévue mais viendra dans quelques temps, pas tout de suite. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun outil qui convertit les scripts Unity en C++. Voilà. Quel avantage de générer un projet C++, Benjamin? Ça dépend des gens qui développent, qui peuvent avoir des librairies C++. T'entends pas. En fait, vous m'entendez? Ouais. Alors ça dépend totalement des personnes qui développent. Il y a des gens qui préfèrent développer en C++ qu'en C#. Sachant que du coup, je sais pas si on a des librairies C++ déjà développées qu'on souhaiterait utiliser derrière, etc. On préférera compiler en C++ du coup le projet pour récupérer une solution en C++, utiliser nos librairies en C++ directement. Donc voilà. Après c'est simplement du goût en fonction du développeur, quoi. Oui, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. On aura accès aux vidéos de la session 3 et 4. Ah, donc dernière question qui effectivement est importante. Est-ce que l'on aura accès aux vidéos de la session 3 et 4 et le code complet? Oui, oui et oui. Il va juste y avoir un tout petit peu d'attente. On a eu un problème au niveau de l'enregistrement de la session 3, donc je vais devoir la réenregistrer et essayer d'inclure du coup dans l'enregistrement qui ne sera pas du live les questions qui avaient été posées. Et pour le code du projet, je vais vous designer un niveau complet, le terminer avec un système de fin de partie victoire défaite et on vous fournira le code complet de ces 4 sessions. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? J'espère que oui. Et Pierre, si tu es là, petite clôture et on est bon. Ok, merci. Alors attendez, je mets la webcam. Hop, ça y est, je suis là. Benjamin, Rémi, merci beaucoup. Merci à tous. Et juste pour info, pour rappel, si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez venir nous voir, avec Rémi, on anime aussi pas mal le meet-up Paris Unity. Benjamin est très souvent là aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur meetup.com, vous tapez Unity Paris, vous nous verrez.
Et puis deux petits trucs dans les petites actus là du moment. On a la Global Game Jam qui est le week-end prochain. Donc voilà, je crois que là aussi, si vous C'est allez ce dans week-end, hein. Attention. ouais, C'est ouais, ce ce week-end week-end, pas le week-end tout de suite, prochain. là, C'est dans 3 jours. un jour là. Si vous allez sur les différents sites parisiens, vous pourrez aussi nous croiser. Je pense que Rémi, je sais pas, tu seras sûrement Benjamin, tu seras sûrement à Isart et Rémi à Epitech. Donc voilà, nous aussi on sera sûrement un peu à Epitech, n'hésite pas à venir. Et dans la foulée, Be My App organise un hackathon jeux vidéo. Donc si vous avez envie de venir vous faire 2 jours de création de jeux aux côtés d'experts de jeux vidéo comme Rémi et Benjamin, eh ben écoutez, n'hésitez pas, faites un tour soit sur la globale, soit aller sur bimap.com. Il y a un hackathon jeu vidéo qui arrive très prochainement, qui est hyper cool. Donc voilà, je vous envoie un petit mail demain avec un petit questionnaire de feedback. Et comme l'a dit Rémi, on se dépêche pour réenregistrer la partie 3 et vous envoyer le tout. Quoi qu'il arrive, ça sera dispo sur intel-windows.developper.com. Pareil, je vous renverrai le lien. Et ben voilà, on a tout dit. C'est ok? Les gars, bonne soirée, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.